messieurs, bonsoir. Bienvenue à votre émission Sur la Brèche. Sur la Brèche ce soir, monsieur Koudibi Kouala, promoteur des nuits atypiques de Koudougou. Bonsoir, monsieur Kouala. Bonsoir. Et merci pour votre disponibilité. Alors, vous êtes diplômé en sciences humaines des universités de Dakar au Sénégal et de Poitiers en France. Mais avant cela, vous avez fait bien sûr votre école primaire à Koudougou. Ensuite, le petit séminaire de Koudougou. On vous retrouve ensuite au collège de la Salle de Ouagadougou. Le second cycle au collège de Tounouma, où vous obtenez un baccalauréat série A4. On s'arrête là un instant parce que du petit séminaire de Koudougou au collège de la Salle de Ouagadougou, il me semble que ce n'était pas vraiment un choix. Dites-nous qu'est-ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est que quand je suis rentré au petit séminaire, on nous a renvoyé 5 du coup le même jour. Et moi j'avais eu l'entrée en 6e et j'ai réactivé cette entrée en 6e pour revenir au collège de la Salle. Pourquoi on vous a renvoyé? Et parce qu'on n'était pas facile à gérer. Dans le temps, vous savez, dans les petits séminaires, on n'avait pas de prêtres africains qui pouvaient comprendre notre mentalité, de petits africains. Et on n'avait que des Français, des Européens. Et j'ai compris après qu'en fait, ils ne nous ont pas compris. Nous étions un groupe de 5 personnes, on influençait personne, on était des copains, alors que là-bas, c'est interdit d'avoir des groupes d'amis. Et je pense que c'est pour cela ils nous ont renvoyés en plein midi comme ça. Et je sais qu'il y en a qui n'ont pas pu continuer même à cause de ça. Et c'est pas facile. Moi, j'avais l'entrée en 6e. C'est pourquoi j'ai pu réactiver ça pour continuer mes études au collège de la Salle. À l'époque, vous avez donc vécu ça comme de l'arbitraire? C'était de l'injustice pour moi. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on a fait au juste pour qu'on nous renvoie. Parce qu'on était 5, on aimait être ensemble. Et puis voilà. Non, c'est pas facile. Vous n'avez rien fait avec un peu de recul, je ne vois pas pourquoi. Aujourd'hui, je ne pense pas qu'on puisse renvoyer des enfants de petits séminaires et en bas âge comme ça. Qu'est-ce qu'on vous reproche? Et nous, on avait ce qu'on appelait des confesseurs. Les confesseurs, c'est quoi? Chaque séminariste avait un prêtre qui s'entretenait avec lui sur sa vie, tout ça. Et chacun allait voir son confesseur, il lui a dit, à partir d'aujourd'hui, tu ne fais plus partie, et puis vous ramassez vos cantines, et puis on vous amène chez vos parents, et puis c'est pas facile, c'était un choc, hein. C'était un choc, tu te demandes qu'est-ce que tu as fait. Vraiment, on n'a pas fait quelque chose de grave, hein, avec un peu de recul. Mais, moi, franchement dit, il a fallu que je passe là-bas pour être ce que je suis aujourd'hui. Voilà, en tout cas, vous avez votre entrée en 6e qui vous permet donc de poursuivre au collège de la Salle à Ouagadougou. Ensuite, on vous retrouve au collège de Tounouma pour le second cycle. Vous obtenez un baccalauréat série A4. C'est un bac littéraire. Avez-vous des problèmes avec les maths? Beaucoup. Quand il y avait maths, je transpirais. Je n'aimais pas les maths du tout. Là aussi, vous voyez, j'étais très fort en calcul à l'école primaire. Il faut vous dire aussi que je n'ai même pas fait le CM2. C'est vous dire que je maîtrisais toutes les matières. Mais une fois, au séminaire, il y avait un professeur qui me rebutait, je ne sais pas pourquoi. Je ne me sentais pas bien avec lui. Et paf, les maths ne me disaient plus rien. C'était les langues, j'excellais en latin, en français, bref. Et ça m'a poursuivi jusqu'en terminale. Et le latin, tous ceux qui ont eu la chance de faire le latin, en tout cas des décennies avant, les années 2000, ont le sentiment que le latin vraiment leur a fait du bien. Est-ce que la disparition du latin, de l'enseignement n'a pas été peut-être un mal qui a entraîné c'est dommage. Une baisse du niveau? C'est dommage parce que le latin là, au niveau de la maîtrise du français, c'est le français, les racines, c'est vraiment de latine. Donc c'est latin. Donc l'enseignement du latin aide beaucoup à la maîtrise du français. Et c'est dommage. Alors, monsieur Kouala, après le bac série A4, comme j'ai dit, vous optez donc de poursuivre vos études en anglais. Oui. On a envie de comprendre. Peut-être que ça aurait été plus conforme qu'on vous retrouve en français ou en philo. Oui, l'anglais, j'aimais beaucoup les langues. Et le français, bon, comme on a fait le français depuis le CP1, c'était encore fluide. Mais l'anglais, j'avais des profs, tous les profs que j'ai rencontrés, vraiment me charmaient de par la prononciation même de l'anglais. J'ai dit, moi je vais être prof d'anglais. C'était un choix. Même que si je n'étais pas frère des écoles chrétiennes, ça va venir, j'ai voulu toujours être professeur, mais professeur d'anglais.
Ce qu'il faut dire, c'est qu'en ce moment, vous l'avez dit tantôt, vous étiez donc frère des écoles chrétiennes, oui. Mais pendant vos études, vous poursuiviez également des études. Ce qu'on appelle des études théologie, je crois. De théologie. On a fait le noviciat et le scolastica. Ça permet de savoir qu'est-ce que c'est qu'un frère des écoles chrétiennes. Et puis vous avez aussi des cours de théologie. Théologie à votre niveau, hein, ce n'est pas théologie après le bac, mais théologie après le BPC comme pendant le second cycle. Mais ça aide beaucoup, ça forme aussi l'individu et pour être vraiment face à la vie d'antan. Et chaque fois il faut s'adapter, mais la théologie aidait beaucoup. Pourquoi frère et pas prêtre? Bon, puisque j'ai essayé de l'autre côté, ça n'a pas marché. Frère, parce que les frères des écoles chrétiennes m'ont beaucoup séduit. Quand j'étais au collège de la Salle, ils avaient ce qu'on appelle le col blanc là, comme des corbeaux, et puis avec une soutane noire. C'est vraiment, ça attirait. Et j'avais un professeur d'anglais, paix à son âme, le frère Sylvain Toé, qui m'a beaucoup séduit aussi de par la maîtrise de l'anglais. J'ai dit, moi franchement j'ai envie d'être prof d'anglais. En tout cas, vous poursuivez donc vos études d'anglais à Dakar. Oui. Et comme je l'ai dit, donc vous donniez donc des cours, vous étiez professeur également, oui. Donc dans les écoles religieuses. Oui. Cela depuis bien sûr les années 70, oui. 1973-74. Par exemple, vous êtes enseignant oui. au collège de Toussiana. Oui. Ensuite, on vous retrouve au niveau de l'école de Sacré-Cœur de Dakar, 78-79. Oui. Voilà, mais est-ce que quand vous faisiez anglais, c'était le rêve juste d'enseigner ou est-ce que c'était pour autre chose? Non, c'était le rêve d'enseigner. D'être devant les enfants, leur parler en anglais. C'était beau. Enseigner et puis pouvoir voyager et pouvoir communiquer avec les gens en anglais. Ça, c'était vraiment ma passion. Quand on était étudiant à Dakar, on allait tout le temps en Gambie le week-end. Tout cela pour maîtriser l'anglais. Parce que vous pouvez aussi étudier l'anglais dans un pays francophone. Et regarde, quand je suis reparti en France, là, pour le 3e cycle, je suis allé en Angleterre 1 mois. Mais là-bas, je dirais que je n'avais jamais fait l'anglais. Même que j'ai enseigné l'anglais, j'avais eu honte. Mais au bout de quelques temps, tu maîtrises. On a envie de comprendre justement, parce que quand vous avez eu donc la possibilité d'aller faire la bourse pour faire votre 3e cycle en anglais, on vous envoie en France. C'était pas plus conforme de vous retrouver peut-être en Angleterre. Même au Nigeria, c'était mieux. Mais la bourse te dit, c'est une bourse française, et c'était une bourse suisse d'ailleurs, qui te permet d'étudier dans un pays francophone, mais littérature comparée français-anglais. Et c'était la France. Et là-bas, qu'est-ce que tu peux apprendre comme français, améliorer ton anglais en étant dans un pays francophone? C'était pas facile, mais on allait de temps en temps en Angleterre. En ce moment, les étudiants n'avaient pas besoin de visa pour aller en Angleterre. C'était facile pour nous. Ça nous aidait aussi à pouvoir maîtriser l'anglais de Londres, pourquoi pas. Mais si tu étais resté en France, vous savez, les Français sont paresseux pour apprendre une autre langue. Et ça nous poursuivait aussi. Mais quand tu es devant des élèves qui n'ont jamais fait de l'anglais, ils croient que tu es très fort. Mais c'est pas facile. Mais à l'époque, est-ce qu'il n'y avait pas, parce que certains qui ont étudié à cette époque-là, dans les années 70, ont estimé qu'il y avait toujours des relais un peu de stigmatisation, de racisme à la limite, concernant les Africains qui débarquaient dans ces pays-là. Oui, est-ce que vous l'avez vécu? Moi, ma chance que j'ai eue, la musique a fait que dès le 3e mois de mon arrivée en France, j'avais déjà des amis. Et j'avais déjà un milieu qui commençait à me comprendre parce que tout de suite, j'ai voulu savoir au niveau des Français là, comment il fallait s'adapter. Et mon adaptation a été faite automatiquement par ma maîtrise du tam-tam. Voilà comment ça a commencé. Vous jouiez du tam-tam en France? Oui, j'ai fait du tam-tam. En France, oui. Okay. Oui. J'ai fait du tam-tam en France parce que j'avais une bourse de 1000 francs français. Bien sûr, ça ne suffisait pas tout à fait pour faire ce que je voulais faire. Mais j'avais en moi la musique toujours. Que ce soit au petit séminaire, ou que ce soit au collège de la Salle à Ouagadougou, au collège de Toulma, à Bourou-du-Lasso, à l'université de Dakar, tout le monde, ceux qui ont connu Kuala aimait toujours chanter et faire du bendré, du tam-tam. Et ça m'a tellement suivi que en France, une fois, dès le mois de novembre, je suis arrivé en octobre, j'ai vu marqué sur une pancarte là, danse africaine.
Et ça m'a tout de suite attiré. Je suis allé m'inscrire et j'ai fait un week-end de danse africaine et je me suis intégré à ce groupe-là et depuis, ça n'arrête plus. Parlez-nous un peu également, parce qu'à l'époque, il fallait également avoir les moyens de vivre. Vous étiez donc enseignant dans les écoles chrétiennes. Oui. Est-ce qu'on vivait bien? Un enseignant dans les écoles chrétiennes vivait bien? Mais est-ce que vous aviez un salaire à la hauteur? La chance que j'avais, je ne sais pas si c'est la chance ou quoi, j'étais religieux en étant, en étant enseignant. Mais quand tu es religieux, tu fais 3 vœux. Le vœu de pauvreté, le vœu de chasteté et le vœu d'obéissance. Le vœu de pauvreté ne te permettait pas de savoir quel était ton salaire. Tu étais nourri, logé, blanchi et tu avais un petit pécule si tu fumais de la cigarette ou bien si tu aimais sortir un peu, prendre un pot. Donc moi je ne me suis même pas inquiété par rapport à cela. Et puis l'argent était centralisé au niveau de l'économe. Tu ne savais pas combien tu touchais, mais je dis tu vivais bien. Tu mangeais bien, tu dormais bien et tu donnais le cours conséquemment. Est-ce que à l'époque, le jeune Koudoubi Kouala, voilà, est-ce que vous ne viviez pas comme un confinement? Parce que bon, vous aimez la musique, vous vous retrouvez dans un milieu, vous faites vœux de pauvreté, vœux de chasteté, voilà, tout cela, est-ce que c'était pas peut-être une camisole que vous aviez autour de vous? Non, c'est une chance que j'ai eue. Et quand je faisais le noviciat, c'était un frère africain, le frère Toué Sylvain dont je vous parlais là, qui était mon prof d'anglais, qui était notre directeur de noviciat. Et lui, voici quelqu'un qui comprenait chacun d'où il venait. Et quand il a vu que j'aimais toujours chanter et faire du tam-tam, j'étais à Bobo au noviciat et j'aimais aller à la messe des Moussi. Et c'est là-bas que j'ai vu qu'il n'y avait pas de chorale Moussi. Et il m'a permis de créer une chorale Moussi à Guéradougou. Et tous les week-ends, tous les mercredis, tous les samedis, il me permettait de prendre la 2 chevaux de la communauté, mettre mes tam-tams dedans, aller faire communiquer avec la chorale. Et c'est ça vraiment qui m'a aidé et il m'a beaucoup compris. Si n'eût été lui, peut-être que j'allais être triste. Mais c'est tout ça qui m'a suivi après, m'a encouragé à continuer à faire la musique. Dans le milieu de la culture, on va y arriver. On vous retrouve ensuite donc en 81, si je ne m'abuse, donc à Nouna, au collège Charles Luanga. Et là également, vous vivez une désillusion. Parce que vous êtes un enseignant d'expérience, prof d'anglais, et vous avez l'impression que votre carrière est contrariée. Ce n'est pas facile. Ça c'est... Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Ce qui s'est passé exactement, comme on dit, dans la Bible, il est dit que beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. J'ai cru que je n'étais pas élu. Et je suis parti de chez les frères pour ne peut-être pas créer des problèmes, ou bien pour qu'on ne me crée pas de problèmes. Mais je dis, bon, comme je peux toujours être utile ailleurs, je suis parti pour encore étudier. Et c'est là que tout s'est déclenché en moi, en me disant, tu t'occuperas toujours des plus démunis, mais comment? Et pourquoi cela? Parce que je viens d'abord d'un milieu pauvre. Mon papa n'a jamais été à l'école. J'étais un des enfants de ma famille, le premier à avoir été à l'école. Et comme je dis toujours, d'avoir réussi entre griffes, d'avoir fait l'école jusqu'à être professeur. Je dis, mais et les autres? Qu'est-ce qu'il faut faire pour eux? Mais nous revenez sur cet épisode. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Ce qui s'est passé exactement, je n'étais pas tout à fait en accord avec mes collègues religieux. Et la tension est montée de telle sorte que c'était mieux de partir. Et je suis parti. Vous étiez promis à un poste et puis peut-être... peut-être que ça... En tout cas, vous avez le sentiment que c'était... Moi, j'étais le seul Africain, c'est pas facile. Peut-être c'est dû à ça aussi que il n'y avait pas beaucoup de compréhension entre... La mentalité, moi j'étais africain, tous les enfants étaient africains, moi je les comprenais peut-être mieux. Et les autres frères étaient des blancs? Des blancs, des français. Ils ont estimé que, que noirs, voilà. Ils ne pouvaient pas assumer les responsabilités. Non, c'est pas ça, mais peut-être que il fallait qu'ils soient entre eux, c'est mieux, parce que moi je sortais aussi beaucoup pour aller manger le tour avec les élèves. Peut-être que c'était pas dans leur habitude. Et ça peut-être ça dérangeait beaucoup. Franchement dit, et aujourd'hui on est en bonne relation, mais ça n'a pas été facile au départ. Vous l'avez mal pris?
Oui, j'ai mal pris, mais après j'ai compris qu'il fallait que je sois là où je suis aujourd'hui. En tout cas, vous décidez donc d'aller poursuivre vos études. Vous quittez bien sûr le milieu des frères. Vous vous retrouvez à Poitiers, comme je l'avais dit, donc pour des études de 3e cycle. Vous revenez au Burkina Faso. Et là, vous créez en 1982 donc la troupe Saba. La troupe Saba a été créée en France. Pourquoi? C'est comme je vous disais, quand j'ai vu l'annonce disant que danse africaine, c'est là-bas que j'ai compris que je pouvais faire aussi quelque chose en France. Donc c'est une dame qui était la prof de danse africaine. Et elle avait 2 percussionnistes qui étaient tous blancs, des Français. Et nous avons fait du moins 2 jours de stage de danse africaine. Et le premier jour, imaginez-vous que le rythme là c'était 1-2. 1-2 jusqu'à midi. Après 1, 2, 3. Et seulement vous battez seulement des pieds et on dit qu'on danse. Et le lendemain, je suis allé voir la professeure de danse là, qui est une Togolaise, Flora Tefen. J'ai dit, ma soeur, je viens de Burkina Faso, regardez bien mon visage, vous voyez que je suis marqué du sceau de mes ancêtres, du terroir, je sais taper. Est-ce que vous pouvez me permettre d'être au tam-tam? Et vous allez danser, on va faire comme en Afrique. Et je vais donner un rythme de base à un de vos musiciens et on va faire comme en Afrique. Vous dansez, les gens vous regardent, ils imitent, peut-être qu'ils danseront mieux que vous un jour. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Et quand je me suis mis au tam-tam, j'ai donné le rythme de base, c'est parti. Et elle m'a embauché comme son percussionniste. Et on a fait beaucoup de choses. Et pendant que je faisais les tournées avec elle, il y a un de ses élèves qui m'a dit, pourquoi tu ne peux pas faire un atelier de danse africaine à Poitiers? Et c'est ainsi que je suis allé à la maison de la culture et des loisirs à Poitiers et demandant au directeur si je peux créer cet atelier-là. Et on m'a donné feu vert. Et là-bas, tous les soirs, j'ai donné des cours de percussion à ceux qui voulaient et je faisais payer 10 francs français à ce moment. Ça donnait de l'argent. Et c'est par là que j'ai fait venir un cousin et une nièce en France. On n'a pas besoin de visa en ce moment pour créer la troupe Saba, pour faire des tournées pendant les vacances dans les campings de vacances. Et c'est ainsi que pendant la tournée, ma vision, ce que je voulais revenir faire au Burkina, c'est créer une autre école que l'école classique que nous connaissons, une école de métier. Donc à l'époque en France, c'était une passion, mais également un gagne-pain, c'était devenu un gagne-pain. Oui, c'était une passion, mais c'était devenu un gagne-pain, surtout qui va m'aider à créer le projet Benebnoma à Koudougou au Burkina. De toute façon, quand vous rentrez, là également ce qui est surprenant, c'est que vous aviez le choix d'une vie tranquille, paisible. Il aurait fallu rentrer dans la fonction publique, tout simplement. Vous êtes ancien professeur d'anglais avec un salaire à la fin du mois, une retraite garantie. On a l'impression que vous avez... Oui, peut-être que j'ai pris des risques. Oui, je n'ai pas pris de risques en tant que tel. Parce que peut-être en étant chez les frères, j'ai compris qu'on ne va pas à l'école seulement pour être à la fonction publique. On peut être autre chose. On peut créer son propre emploi et en employant d'autres personnes par la suite. Donc je me suis dit, la passion du tam-tam va m'aider à faire quelque chose chez moi pour les autres. Et c'est cela qui m'a vraiment guidé en France jusqu'à ce que je revienne définitivement. En tout cas, quand vous rentrez donc en 1984, vous créez l'association Benebnoma. À l'époque, quand vous êtes rentré, parce qu'en France, comme vous l'avez dit, 2 francs français, vous l'avez dit, ça vous permettait quand même d'avoir des revenus assez appréciables. Mais vous revenez au Burkina Faso, est-ce que vous n'avez pas cette appréhension? Parce qu'à l'époque, les Burkinabés peut-être n'avaient pas la possibilité de vous donner 2 francs français pour suivre des spectacles. Oui, c'était même 10 francs français pour faire 1 heure de 10 francs français. Mais cet argent-là, je l'utilisais pour créer le projet Benebnoma. Parce que chez moi, je vois que beaucoup d'enfants étaient à l'école, ils ont été renvoyés. Ils ne vont plus à l'école. Oui, pour moi, l'école, c'était quelque chose d'important. L'école, ça vous ouvre l'esprit. Et j'ai dit, il faut que tous les enfants du quartier là aillent à l'école. Mais je n'avais pas les moyens. Mais avec l'argent du tam-tam, je reviens, je fais 6 mois au Burkina.
en réunissant tous les enfants qui n'ont pas été à l'école, mais ceux qui ont été à l'école, je leur dis, venez m'aider à aider ceux qui n'ont jamais été à l'école. Et c'est ainsi qu'on a formé un peu les enfants sur le tas à pouvoir alphabétiser ceux qui n'ont jamais été à l'école, surtout la maternelle, la petite enfance. Et on a commencé l'école sous les arbres. Et au fur et à mesure que je vais en tournée, je reviens avec l'argent, petit à petit. La troupe, on était 3 personnes, on est passé à 10, à 15, à 25. Donc on allait pour des tournées de 6 mois. 6 mois dans les écoles et on revient avec l'argent, j'investis, je repars. Et depuis 37 ans, c'est comme ça que ça se passe. Aujourd'hui, si vous allez à Koudgou, vous verrez Beneb Nouma, je peux dire à 85%, c'est l'argent de la troupe Samba. Ce n'est pas l'argent de financement de qui que ce soit, c'est la sueur des enfants du quartier qui se sont mis ensemble pour faire de la musique et rapporter de l'argent pour construire leur école, qui est l'autre école. Et comment vous avez réussi à concilier cela avec une vie de famille? Par contre, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile, pourquoi? Moi, j'allais tout le temps en tournée. Et quand je me suis marié, ma femme était étudiante à Ouaga ici, et je pense, et je lui ai dit, viens voir ce que je fais, pour comprendre et accepter peut-être ou ne pas accepter. Donc elle a fait des tournées avec moi, avec notre premier enfant même, et elle a compris que ce n'est pas facile. Donc quand je vais en tournée, si c'est pendant l'été, elle vient, elle reste en France chez des amis, et puis c'est comme ça qu'on a pu vraiment se comprendre, et deux de nos enfants même sont nés en France. Donc vous voyez. Alors M. Kouala, chemin faisant, nous sommes en 96, vous créez les nuits atypiques de Koudgou. Oui. Les NAC qui sont devenus aujourd'hui l'un des rendez-vous culturels les plus réguliers et peut-être les mieux connus du Burkina Faso. Oui. Vous étiez tranquille avec Beneb Noba, avec la troupe Sava. Pourquoi les NAC? Les NAC parce que, oui, pendant les tournées de la troupe Sava, nous avons eu la chance de faire beaucoup de festivals en Europe. Et en 1995, nous avons fait 2 festivals, l'un en France et l'autre aux Pays-Bas. Et j'ai regardé comment ils faisaient. Je me suis dit, mais est-ce que nous ne pouvons pas reproduire ces sortes de festivals-là au Burkina? Comment ça se passe? C'est un festival qui invite des groupes, mais quand tu viens, tu restes au moins une journée. Et il faut aussi de sorte que des associations puissent montrer ce qu'elles font dans les lieux. Et je me suis dit, à Koudgou, il n'y a pas de festival. À Ouaga, il y a plein de festivals. En 1996 déjà, il y avait plein de festivals à Ouaga. À Boué, à laissé le SNC. J'ai dit, mais et nous, il nous faut quelque chose. Et bien sûr, on a participé aussi avec la troupe Samba à la SNC plusieurs fois. On a été même lauréat 2 fois, et puis la 3e fois, on était 2e. Bref, c'est pour dire que nous voulons, je dis, on va faire un festival à notre taille à Koudgou. Et c'est comme ça qu'on s'est lancé en 1996 pour la première édition. Ça n'a pas été facile, il fallait commencer. Mais quand on a commencé, on a compris qu'on pouvait tenir ces sortes de festivals à Koudgou. Et jusqu'à présent, ça tient. Ça a l'air. Mais à l'époque, c'est quel défi vous vouliez relever en termes de promotion de la culture? Ce que je voulais relever, d'abord pour dire aux jeunes qui veulent se lancer dans la musique, que c'est possible d'en faire un métier. Et je donne toujours l'exemple de la troupe Samba. La troupe, c'est grâce à la troupe Samba qu'il y a Beneb Nouma, toute la structure de Beneb Nouma, il y a beaucoup de choses dedans, c'est grâce à la troupe Samba. Et la troupe Samba s'entraîne 3 fois par semaine, il faut travailler. Et dans la troupe Samba, ceux qui viennent dedans, ce sont ceux qui ont quelques talents quelque part, et qui le développent, et qui le travaillent, et qui puissent le monnayer pour avoir de l'argent. Dans la percussion? Dans la percussion, dans la chanson et dans la danse. Okay. Oui. Alors les NAC battent leur plein. L'édition de 2019 bat son plein. Actuellement, la clôture c'est ce week-end. Oui. Ça veut dire quand même qu'il y a du chemin qui a été parcouru depuis 1996. Qu'est-ce qui a été plus difficile dans la tenue, en tout cas de ces nuits atypiques? Moi j'ai dit toujours, quand tu aimes quelque chose, quand tu es passionné de quelque chose, le plus souvent quand on vous dit qu'est-ce qui a été plus difficile, tu as envie de leur dire non, je n'ai pas souffert. Mais parce que la chance que j'ai eue, j'ai eu une bonne équipe de l'association qui est avec moi depuis le début des NAC. Si bien que chaque année, les difficultés s'amenuisent. Ça signifie qu'aujourd'hui, si vous allez au siège des NAC, vous ne voyez personne qui nous dérange, parce qu'on maîtrise plus ou moins la chose. Et donc,
ce qui a été très difficile, c'est peut-être l'adhésion de tout le monde à ce projet-là. Sinon, s'il faut aller chercher ce qu'il faut, on se bat pour l'avoir. Et je dis, on ne fera pas, on ne va pas creuser un trou pour remplir un trou. S'il n'y en a pas, il n'y en a pas. S'il y en a, on fera avec. Donc vraiment, ce que nous faisons, c'est la passion qui fait que je fais ça. Et je pense qu'aujourd'hui, le groupe qui est avec moi, l'équipe qui est avec moi, est autant passionné que moi. Et c'est ça qui nous aide vraiment à tenir le coup. On voit que vous lancez chaque fois le défi d'amener de grosses têtes, oui, disons, à Koudgou, oui, pour les news atypiques de Koudgou. Oui. À quoi cela répond? Si tant est que vous voulez valoriser la culture locale, oui, pourquoi aller chercher les grosses têtes ailleurs? Ah oui, pour dire aux gens, aux petites têtes du Burkina, vous pouvez être plus grosses têtes que ces gens-là. Parce que quand les jeunes viennent voir par exemple Alpha Blondy reste même la journée après causer avec eux, il dit, il faut travailler mon petit. Je n'ai pas dormi pour être là où je suis aujourd'hui. C'est pourquoi il faut toujours une grosse tête pour stimuler nos jeunes là, pour qu'ils sachent qu'il faut travailler, toujours travailler pour pouvoir être là où les autres sont aujourd'hui. Ça c'est, je vous prends au rebond parce qu'aujourd'hui, on a justement un milieu par exemple de la musique au Burkina qui, en tout cas, au cœur souvent de nombreuses polémiques. On a vu récemment donc les manifestations des syndicats des musiciens. On a vu la réponse du ministre Sango qui à l'époque disait que bon, si la musique ne marche pas, il faut aller faire autre chose. Et voilà, vous, comment vous avez regardé? Est-ce qu'il faut en rire ou est-ce qu'il faut en pleurer quand on voit des scènes comme ça? Les deux. Parce que je dis souvent aussi, quand je vois des clips de certains artistes à la télé, je me demande pourquoi on laisse passer ces clips-là. Il ne faut pas les encourager dans la médiocrité. Moi, par exemple, je refuse le playback parce que je ne veux pas flatter les jeunes, parce que tu pourras faire rien avec playback quelque part pour avoir de l'argent. N'importe qui peut faire du playback. C'est pour vous dire qu'il faut vraiment être très dur aussi pour leur dire, si ça ne va pas, vraiment, il y a quand même des professionnels pour dire, il faut leur dire la vérité. Faut pas les... Parce qu'aujourd'hui, c'est quoi? C'est un jeune qui a une chanson qui marche, il croit qu'il a réussi. Il ne fait plus rien d'autre que cette chanson-là qu'il a en tête. Il ne peut même pas avancer d'un pas. C'est ça le problème. C'est pourquoi le ministre, quand il a dit ça, j'ai tellement souri. Et quelque part, je lui donne raison. Hein. Il y en a vraiment, ils n'ont même pas la voix. Et souvent, moi, je dis, tous ceux qui sont dedans là, le plus souvent, ils ont hérité ça de quelqu'un. Moi, je vous parle là, ma maman chantait bien. Ma maman avait une belle voix. Mon papa jouait du tambour. Mon papa jouait du corps. Il paraît que tout cela, j'ai pris de lui. Mais je n'ai pas dormi. Je continuais à travailler. Et tous les jeunes de la troupe Samba là, aucun n'est venu là-bas comme ça. Il regarde, c'est pas fortuit, hein. C'est quelque chose en lui qui montre qu'il peut aller de l'avant. Mais quand tu vois aujourd'hui, quelqu'un qui a seulement sorti une chanson, qui croit qu'il est arrivé, est-ce que c'est pas peut-être une mauvaise image? Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui voient la musique, en tout cas un raccourci vers le succès. Merci. C'est ça aussi le problème. Et avec tout ce qu'il y a aujourd'hui comme technique là, on te flatte que tu as une belle voix alors que c'est l'ordinateur qui a fait ça. Et puis après maintenant, si on te dit de faire du live, quand tu commences, il commence à pleuvoir. Ça ne va pas. Moi personnellement, tous les groupes que nous essayons de sélectionner, il y a des jeunes que nous sentons qu'ils peuvent monter si on leur donne un coup de pouce. Il y a des jeunes aussi qui n'ont jamais eu l'expérience du live. Hier soir, on a vu quelqu'un qui nous a dit carrément, je n'ai jamais fait du live. Moi, j'ai dit, mais tu peux le faire. Mais quand la personne a chanté, les gens ont compris que le live lui va mieux que le playback. C'est pour dire qu'avec le live, tu peux aller très très loin. Le playback, c'est des mariages, mais on ne sent pas la chose, on ne sent pas le cœur qui travaille. On a également cette guéguerre. Souvent, quand un artiste, une grosse pointure internationale arrive, et on a les artistes qui se mobilisent aussi, qui dénoncent les cachets et qui estiment que les artistes burkinabés, quand ils sont sur scène, ils sont payés en monnaie de singe, alors qu'on fait venir des artistes qui sont payés, en tout cas, avec des cachets faramineux. Je suis d'accord avec vous. Moi, personnellement, on discute toujours je dis toujours par rapport à la philosophie de notre festival. J'explique à l'artiste qui va venir. Je parle de l'extérieur, hein. On discute du cachet. Nous, on n'a qu'un cachet qu'on ne peut pas dépasser. Si tu ne peux pas, il n'y a pas de problème, tu ne viens pas. Mais la plupart du temps, les gens acceptent parce qu'ils connaissent aussi
que nous ne sommes pas du showbiz, ce n'est pas pour avoir de l'argent, c'est pour aussi faire la promotion de nos jeunes qui veulent aussi vivre de leur musique. Donc ça, je suis vraiment d'accord avec vous. Et je ne suis pas d'accord avec ceux qui veulent que l'artiste burkinabé vienne transpirer et ne rien avoir. Ce n'est pas normal. Depuis que nous avons commencé les NAC, nous mettons l'accent sur le cachet. Même si on vous promet que c'est 2 francs, avant de monter, on te le donne avant que tu montes sur scène. Mais je connais des structures où, après, c'est des problèmes. Ce n'est pas normal, il ne faut pas faire ça. Parce que c'est un travail. Le gars, il se prépare, il vient. Est-ce qu'il ne faut pas réglementer même les cachets? Il le faut. Que, par exemple, qu'un artiste burkinabé monte sur scène dans un festival et voici le barème. Je pense qu'on en a parlé, parce que le ministère de la Culture aujourd'hui fait beaucoup de bon travail avec les artistes et avec ceux qui s'occupent des festivals. Et je pense qu'on va en arriver. Mais maintenant le problème, il y a des festivals qui ont peut-être plus de moyens que d'autres. Il y a des festivals par exemple de villages. Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment il faut faire pour que ils ne peuvent pas payer conséquemment comme des festivals qui sont dans les villes. Peut-être là aussi, comme vous dites là, il faut réglementer ça pour que quelqu'un soit dit qu'il va à Ouara, à Bogo, le tarif doit être comme ça. Et ça ne se négocie pas. Il faut qu'on en arrive à là aussi. Vous êtes connu, en tout cas comme un homme de culture. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez que la culture au Burkina est à la place où elle doit être? Non, elle n'est pas à la place où elle doit être. Elle doit être plus que ça. Mais encore faut-il que les gens se rendent compte que la culture, elle est importante. C'est ça le drame. Les personnes, moi je vois par exemple, je prends toujours le cas des gens avec qui j'ai fait l'école. Quand je dis que je suis resté, ils se foutent, ils veulent même se moquer de moi. Et moi je dis, tu rigoles toi. Le papier du blanc, je l'ai, hein. C'est pas parce que, il ne faut pas croire que je fais ça parce que, c'est pas par défaut, hein, c'est par passion. C'est pour dire que si, je prends surtout nos intellectuels, si nos intellectuels là croient à notre culture, le reste, ça sera cadeau. Mais hélas. Mais est-ce qu'aujourd'hui la culture ne peine pas à franchir le pas? Parce qu'on parle d'industrie culturelle aujourd'hui, oui. Mais on a l'impression qu'aujourd'hui on est toujours dans le folklore, parce que le folklore, bon, quoi qu'on dise, ça ne peut pas faire vivre son nom. Mais je pense que le Burkina est en train de bien se positionner. Avant, quand tu veux inviter un artiste, tu as affaire à lui. Mais aujourd'hui, il y a des producteurs, il y a des managers. C'est vraiment formidable. Qui aident l'artiste à vraiment évoluer dans sa carrière. Donc je vois, ça ne sera pas du coup. Mais petit à petit, je vois des jeunes aujourd'hui qui vraiment travaillent à vraiment en vivre. Et ils vont faire en sorte que leurs petits frères qui viennent soient aussi dans le même giron que eux. Et je pense que le ministère travaille beaucoup aussi dans ce sens. Hier, on a eu un panel avec le ministre. C'était super. Le privé était là. Le public était là, c'est la première fois qu'on se rencontre pour se parler, les yeux dans les yeux. Je pense qu'on s'est compris et que beaucoup de lignes vont bouger. Monsieur Kouala, ce qu'il faut dire aussi, c'est que vous êtes président d'Emmaüs Burkina depuis 2016. Oui. Emmaüs Burkina n'est pas très connu, en tout cas du grand public. Qu'est-ce que vous faites exactement? Oui, Emmaüs Burkina regroupe 4 associations burkinabées qui sont membres d'Emmaüs International. Je ne sais pas si vous vous rappelez bien, Emmaüs International a été créé en 1949 par l'abbé Pierre, qui est venu ici même au Burkina plusieurs fois, mais en 2003, nous avons tenu la première assemblée générale en Afrique au Burkina Faso. Et Emmaüs International, le mouvement Emmaüs, sa philosophie, c'est aider plus souffrant que soi. Et nos 4 associations, il y a une association à Ouara qui s'appelle ESO, Emmaüs Solidarité Ouara. Ils travaillent avec les enfants de la rue, ils travaillent avec les plus pauvres de Ouagadougou. Il y a aussi une association à Zabré qui s'appelle Parlayiri, qui travaille avec, c'est une association de plus de 10 000 femmes, qui travaille surtout avec les femmes pour les femmes. Une association à Yako qui s'appelle SEMUS, Solidarité d'entraide mutuelle au Sahel. Eux, ils travaillent surtout avec les paysans. Et à Koudougou, association Benem Noma, nous travaillons surtout l'éducation, dans l'éducation, la communication et la culture. Bref, notre public cible, c'est les plus démunis, les 4 associations. Bien sûr, nous ne sommes pas très connus. L'association Emmaüs Burkina, nous disons toujours, ce n'est pas le fait d'en parler qui est bien, c'est le fait de connaître leurs actions. Peut-être qu'il va falloir
faire aussi pas des communiqués, mais des conférences de presse pour nous présenter. Parce que chaque année, Emmaüs International, pour nos 4 associations, nous donne de l'argent pour financer des projets ici au Burkina. Mais la philosophie d'Emmaüs aussi, quand ils donnent de la main droite, que la main gauche ignore. C'est aussi une philosophie pour dire, ce n'est pas la peine de parler, venez voir ce qu'ils font et vous en serez convaincus. Monsieur Kouala, on va évoquer à présent des questions d'actualité. Oui. Actualité marquée au Burkina, bien sûr, par l'insécurité. Cette semaine, on a eu en tout cas une bonne nouvelle venue de l'état-major qui a réussi à neutraliser 6 personnes, en tout cas dans la zone de Pau, dont un grand leader terroriste du Massina. Comment vous avez accueilli déjà cette nouvelle? Ça nous soulage. Vous savez, actuellement, nous sommes en train de réaliser la 24e édition des Nuits atypiques de Koudougou. En tant que premier responsable de NAC, le sommeil est léger. Ce n'est pas facile. Tu te dis, qu'est-ce qui peut se passer? Il suffit de rien et ça va être la catastrophe. Mais nous nous disons, nous sommes debout toujours. Nous allons continuer de vivre. C'est pour dire qu'aujourd'hui, nos forces de sécurité au Burkina, ils font du beau travail, mais c'est tacite. Mieux vaut ne même pas beaucoup en parler, qu'ils continuent de travailler. Et le Burkina Faso, qu'est-ce que nous on a fait pour mériter tout cela? Et je pense que avec la prière des uns et des autres, avec tout ce qui se passe au Burkina, avec ce qui se passe actuellement, je pense qu'on verra le bout du tunnel un jour. Je suis conscient, je suis optimiste que le Burkina Faso ne sera pas peint comme les autres ont l'habitude. On commençait à le peindre. Nous ne méritons pas ça. Vous voyez les NAC, beaucoup des amis français devraient venir. Mais ils ont flippé. À la dernière minute, non, on a dit que le Burkina, tout est rouge. Même Koudougou est rouge ou orange. Mais ça, nous tout est vert au Burkina pour nous. Parce que nous continuons de vivre et de nous tenir debout. Monsieur Kouala, aujourd'hui, quelle peut être la contribution des hommes de culture? Parce qu'aujourd'hui, on parle donc d'une guerre contre le terrorisme, une guerre militaire, diplomatique également. Il y a des actions sur le plan donc, de la diplomatie. Mais sur le plan culturel, quelle pourrait être vraiment la contribution pour sortir de cette situation-là? Déjà, depuis que la crise a commencé, si vous avez bien remarqué, il n'y a pas d'artiste au Burkina qui n'ait pas créé une chanson pour dire que nous sommes là, nous encourageons nos soldats, nous voulons vivre et il faut qu'on puisse nous en sortir. Déjà, il y a un foisonnement de création au niveau culturel aujourd'hui qui n'a jamais existé pour moi depuis que je suis au Burkina Faso. Ça, c'est un. De deux, il y a toujours des festivals qui se tiennent, comme les NAC aujourd'hui. Aujourd'hui, nous attendons peut-être au bout de la semaine 100 et quelques mille personnes qui vont venir. C'est pour dire seulement, ça aussi c'est un acte pour dire qu'au grand jamais, nous allons baisser les bras pour permettre à ces gens-là de dire que nous sommes morts, mais nous sommes toujours vivants. Ça, c'est des axes aussi que ce que la culture doit faire. Est-ce que les hommes de culture ne sont pas aujourd'hui attendus? Quand je parle des hommes de culture, au-delà des hommes de culture comme vous, qui êtes des promoteurs de festivals, je parle aussi des leaders coutumiers. Est-ce qu'aujourd'hui, ce ne sont pas eux qui doivent se porter en première ligne sur cette question notamment de la cohésion sociale? Oui, moi je pense, je prends Koudougou que je connais bien, il y a beaucoup de choses qui se passent parmi tous ces gens-là. Toutes les religions, ils sont ensemble, ils se concertent, ils conseillent, ils informent. Et vraiment, je sens qu'il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau de toutes ces personnes-là, parce qu'aucun ne peut être indifférent à ce qui se passe aujourd'hui. Donc, tous ces gens-là, au niveau de notre culture en tant que telle, la guerre, c'est quoi? C'est une bagarre qui doit finir. Et ils sont dans cette logique aujourd'hui. Ils conseillent tout le monde pour dire ça va finir un jour, mais en attendant, voilà ce que nous devrons faire pour que ça finisse. Cette semaine, on a également été choqués parce qu'il y a au niveau des médias, un journal qui a évoqué le terme génocide pour qualifier ce qui se passait à l'Est. Le ministre de la Communication s'en est offusqué à plusieurs reprises à des conférences de presse. Vous, quand vous voyez des termes comme ça employés au Burkina Faso pour qualifier, est-ce qu'il n'y a pas lieu également
quand même des raisons dans la qualification de ce qui se passe. Franchement, j'ai peur. Donc on peut employer le mot génocide aujourd'hui, ici, au Burkina. Qui tue qui? C'est ça le problème. Vraiment, c'est un terme très fort pour la réalité que nous traversons aujourd'hui. Si bien que avec aujourd'hui les Facebook, de tout ce qui est permis, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire pour que les gens ne s'amusent pas à jeter, je ne sais pas, l'huile dans le feu. C'est très grave. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire. Quand vous regardez ce qui se passe sur les réseaux sociaux, est-ce que vous pensez, parce qu'il y a une loi qui a été votée justement pour encadrer un peu les réseaux sociaux, mais aujourd'hui, beaucoup estiment que les réseaux sociaux, c'est l'une des plus grandes plaies de notre société, au Burkina ici. Oui, moi je pense que les gens ne réfléchissent pas. Il y a des gens vraiment qui écrivent n'importe quoi, parce qu'il n'y a pas de contrôle. On ne doit pas s'abuser, surtout en temps de crise comme ça. Normalement, on doit essayer d'aider les gens à se contenir et à dire que tout se finira un jour. Mais à activer des choses négatives, je pense que c'est vraiment dommage. C'est quoi là, cette semaine également a été marquée par la mort de 13 soldats français au Mali. 2 hélicoptères donc qui se sont percutés. En tout cas, c'est la version officielle qui a été livrée. 13 soldats français qui sont tombés. Comment vous avez vécu déjà ce drame? Franchement dit, d'abord je m'incline devant les dépouilles de ces 13 personnes, parce que c'est des enfants quand même, des personnes, des Français. Mais je me dis, vraiment ce qui s'est passé, qui détient la vérité, je ne sais pas. Mais il faut vraiment que ça soit évité. Ça soit évité. Et ça me fait dire que au niveau de l'intervention de la France dans notre pays, ça demande beaucoup de réflexion ensemble. Il y a des moments où on se demande qu'est-ce qui se passe. Est-ce que des gens vont accepter de venir se sacrifier comme ça pour nous, pour rien? Qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est difficile. Et aujourd'hui, d'aucuns disent qu'il n'y a que des intérêts qui font que tout cela se passe. J'espère que on ne peut pas continuer à tuer des gens pour des intérêts vraiment ignobles. En tout cas, un sentiment anti-français qui traverse aujourd'hui les 3 pays, je parle du Burkina, du Mali et du Niger. Beaucoup s'interrogent comme vous sur les raisons réelles de cette intervention française. Beaucoup estiment que 4500 soldats français avec tous les moyens aériens qu'il y a auraient dû gagner en tout cas ce combat contre le terrorisme. Aujourd'hui, est-ce que on est à un tournant des relations avec la France selon vous? Il ne faut pas se cacher je ne sais pas, il faut se dire la vérité. Moi je crois qu'aujourd'hui là, on a le droit de parler franchement aux Français. Parce que ceux qui ont l'habitude de voyager, et si vous allez en France aujourd'hui, les Français qui ne connaissent pas l'Afrique, c'est dur. Les mots qui vont sortir de leur bouche, c'est dur. Mais nous ici, nous vivons la réalité, nous disons qu'est-ce qui se passe pour que ce soit comme ça? Est-ce que c'est à cause des intérêts inavoués qu'on est en train de nous massacrer? Parce que nous disons, ils ont les armes, ils ont tout. Qui donne les armes aux autres? On se pose la question. Qui nous donne les armes? Qui donne les armes aux autres? C'est ça qui est très très dur. Et aujourd'hui, je pense qu'avec les moyens qu'ils ont, s'ils se mettent tellement, ça c'est une histoire d'une semaine pour dire c'est fini, ces terroristes-là. Mais pourquoi ça continue? Tous les jours que Dieu fait, on annonce que là-bas ça ne va pas. Et ils entendent, ils écoutent, ils sont au courant de tout. Qu'est-ce qui se passe? Et quand nos pays veulent se retourner ailleurs, c'est un autre problème. Non, quand quelqu'un veut t'aider, et il ne t'aide pas franchement, et tu sais que de l'autre côté on peut t'aider, mais qu'est-ce que tu fais? Tu vas y aller. C'est humain, c'est naturel. C'est un instinct naturel. Aujourd'hui, au-delà donc de cette question diplomatique au Burkina, il y a certains qui estiment que les politiques ne sont pas à la hauteur, parce que quand on regarde de part et d'autre, on s'accuse. On a l'opposition qui estime que la montée du terrorisme, c'est le signe d'une défaillance de la majorité. Du côté de la majorité, on pointe du doigt, en tout cas certains de l'ancien régime, on estime qu'ils étaient en connivence avec les terroristes.
certains observateurs estiment qu'on devrait se lever au-dessus de ça pour regarder dans la même direction. Est-ce que c'est votre avis en tant que citoyen, en tant qu'homme de culture? Moi, mon avis, c'est vraiment que tout le monde taise ces rancœurs-là pour qu'on soit ensemble et regarder la même direction. Il n'est plus question de dire je suis de tel parti, je suis de telle religion, je suis de telle région. Aujourd'hui, nous devrons être ensemble. Nous devons être unis et regarder dans la même direction pour vraiment débuster ces terroristes-là et les maîtriser. Et il n'est plus question de dire un tel il a fait ceci, un tel il n'a pas fait ceci. Aujourd'hui, les politiciens là, arrêtez. Arrêtez. Ce n'est pas un problème de politique aujourd'hui, c'est un problème de nation. Il faut que la nation soit unie pour aller ensemble vaincre ces terroristes-là et pour qu'on ait la paix. Ce 29 novembre marque les 4 ans de l'élection du président Roch-Marc Christian Kaboré. On ne peut pas faire le bilan de 4 ans de mandat ici. Mais vous, en tant que citoyen, avec tous les espoirs qui avaient été suscités, bien sûr en 2015, au lendemain de l'insurrection et de la transition, 4 ans après, quand vous regardez comme ça, est-ce que vous avez le sentiment qu'on vit mieux aujourd'hui qu'en 2015? Bon, il y a un proverbe en Mossé qui dit que quand tu n'aimes pas le borgne, il faudrait regarder là où son œil voit. L'homme, il est 9, il ne vaut jamais 10. C'est pour dire qu'aujourd'hui, personne n'aimerait être à la place du président Roch Christian Kaboré. Ce n'est pas facile. Quand je le vois, je dis comment il fait. C'est difficile. Quel que soit ce qu'il va faire, quelle que soit la personne qui sera là aujourd'hui, je pense que cette personne rencontrera les mêmes problèmes. Ce que nous devrons faire seulement, c'est être unis, l'aider à finir son mandat en bonne et due forme. Si on pense qu'il peut encore être là, pourquoi pas? S'il ne doit pas être là, on lui dit seulement au revoir, à la prochaine. Parce qu'aujourd'hui là, chacun en profite pour mettre le mal sur le président ou sur quoi? Non. Aujourd'hui là, laissez tomber ça. Soyons ensemble pour nous intéresser à ce qui se passe aujourd'hui. Quand je vois même qu'on nous dit que les élections auront lieu, ce n'est pas facile. Quelle élection? Vous allez aller où pour faire la campagne? Même si vous allez dans le lieu où vous pensez que c'est sécurisé, ces gens ont des gens ailleurs. Je ne sais pas. Les politiciens, ils n'ont pas peut-être la même réflexion que nous qui sommes là. Moi, j'aurais été à leur place, je dis, cette année-là, pas d'élection. On va se mobiliser pour pouvoir enrayer ce qui nous arrive aujourd'hui. Mais hélas. Pas d'élection, ça va être un autre problème également. Oui, c'est ça, c'est un autre problème. Est-ce que ça va créer un vide institutionnel? Mon Dieu, l'institut, c'est pas l'homme qui a créé la Constitution et l'institution. C'est dur. Quand tu regardes les choses en face, tu te dis, mais il y a des choses qu'on ne devrait pas faire. Mais à l'impossible, nul n'est tenu. M. Kouala, cette semaine a également assisté à la polémique autour de la ticket. En tout cas, une Burkinabé qui a remporté un prix avec donc son projet face au ticket. De l'autre côté, un homme politique de premier plan a estimé que c'est une usurpation. Parce que la ticket devrait être, en tout cas, ivoirien. Quand on parle d'Atiké, ça devait être la Côte d'Ivoire, pas le Burkina. Comment vous avez vécu cela? Quand j'ai lu là, c'est dans les réseaux sociaux là, je me suis dit, mais ça c'est de... Moi, et puis entre-temps, j'ai vu qu'à Sapui, et il y a un champ de manioc là, qui permet même de faire de la tiéké. Je pense qu'il y a eu une confusion entre le labellisé et la marque. Et parce qu'il faut être... On ne parle pas de labelliser. Pourquoi lui il se fâche à cause de ça? Et le tiéké. Le Burkina peut l'avoir mieux qu'en Côte d'Ivoire, pourquoi pas? Puisque chez nous, même si on n'a pas la terre pour... C'est prévu déjà au niveau de zéro qu'on peut faire beaucoup de champs de manioc. Mais on produit déjà beaucoup de manioc. Voilà. Donc, et le sud, moi je pense que les gens ont... Je ne comprends pas. Peut-être parce qu'elle était en Côte d'Ivoire qu'on est en train de parler de ça. Moi, c'est un non-événement. Ça ne souffre pas de débat. Je ne comprends pas. Alors, on a également assisté à l'inauguration du barrage de Samandeni, le troisième plus grand du Burkina, plus d'1,5 milliard de mètres cubes d'eau, avec des promesses
en tout cas en termes de création d'emplois. La pêche est déjà là, l'agriculture, il y a des grandes superficies qui vont être aménagées. Voilà. Est-ce que, avec l'inauguration de ce barrage-là, est-ce que ce n'est pas la preuve que c'est par là peut-être que le développement du Burkina va se faire? Moi je dis tout de suite, ouf, enfin. Parce que tout le temps, c'était de report en report pour l'inauguration de ce barrage-là. Pour moi, c'est un grand point de développement pour le Burkina Faso. Et je pense que d'aucuns disent même que ça peut employer jusqu'à 100 000 emplois. 100 000 emplois. Donc c'est une très bonne chose pour le Burkina Faso, si bien que je souhaiterais que quand l'État promet, qu'il fasse. Parce que c'est une preuve qu'ils peuvent faire quelque chose quand ils promettent, mais quand ça traîne beaucoup, on commence vraiment à... Ça a duré plus de 10 ans. Plus de 10 ans. 10 ans. Donc maintenant, je vois qu'il y a une route là, Sakoussi Koudrou, passant par Ramongo, comme dit Alexandre Legras. J'espère que bientôt aussi, on verra la faisabilité de la chose. Là, vous prêchez votre chapeau. Non, mais c'est un exemple. C'est qu'on va évoquer l'actualité hors du Burkina Faso. Oui. Avec d'abord en Côte d'Ivoire, en tout cas une rencontre qui n'est pas passée inaperçue entre Guillaume Soro et Blé Goudé, qui était encore il y a quelque temps des ennemis jurés. Cette rencontre était vraiment improbable et on a l'impression que l'échiquier politique en Côte d'Ivoire, il faut avoir une boule de cristal pour pouvoir peut-être le déchiffrer. Comment vous regardez toutes ces alliances-là qui pourraient être qualifiées de contre nature? On a l'impression que c'est du tout sauf Alassane actuellement. Voilà. Donc, c'est incroyable, mais vrai. En politique, ça peut être vrai. Moi, je ne pourrais jamais imaginer un jour que ces deux-là allaient se parler même. Jusqu'à vouloir même faire des choses ensemble. Et je pense que c'est les politiciens, hein, tout est possible. Pour moi, si c'est dans le domaine de faire en sorte qu'il y ait la paix en Côte d'Ivoire, pourquoi pas? S'ils arrivent à mobiliser les gens autour d'eux pour qu'en Côte d'Ivoire, on ne revive plus ce qui s'est passé, tant mieux. Mais si c'est pour encore arnaquer les gens, pour les confronter, un jour, ça ne vaut vraiment pas la peine. Il fallait qu'ils se restent séparés. Mais et là, ces deux jeunes ensemble, ils se connaissent bien, ils connaissent aussi leur force de frappe, mais s'ils sont unis, en fait, pour moi, je vois seulement, c'est pour dire à Alassane, mets-toi à côté, entre nous, on va voir qui va prendre le pouvoir. Ceux qui sont un peu philosophes, peut-être qui se mettent au-dessus de tout ça et qui ne comprennent pas, en tout cas, ces alliances qui se font et se défont au gré des intérêts, diraient que, parce que des gens sont morts de part et d'autre pour ces causes-là, pour des gens, et aujourd'hui, on voit que, bon, ils sont sur le point de fumer le calumet de la paix. On a l'impression qu'aujourd'hui, il ne faut pas faire confiance aux politiques. C'est ça qui est grave, parce que ces deux personnes-là, de part et d'autre, on leur reproche quand même quelque chose. Et ils sont ensemble aujourd'hui pour promettre à la population un mieux vivre. C'est pas vrai. C'est la politique pure et simple. Sinon, on ne peut pas voir. De toute façon, on va voir, comme disent les Anglais, wait and see. Ces deux personnes-là, quel que soit Alpha, après ils vont dire, moi je veux, et c'est encore la guerre. C'est dommage. Ouais. Toujours en Afrique, la Guinée, avec donc ces manifestations contre la modification de la Constitution. On prête à Alpha Condé en tout cas l'intention de sauter le verrou de la Constitution pour pouvoir briguer notre mandat. Comment vous vivez cela? Il y a déjà eu des manifestations qui se sont soldées par des blessés et des morts. Le climat politique est particulièrement tendu actuellement. Quelle lecture vous faites de tout cela? Moi je dis, le président Condé aujourd'hui, il devrait s'inspirer de ce qui s'est passé au Burkina. Ça ne peut pas être autrement chez lui. Aujourd'hui, en Afrique, il est hors question que quelqu'un se permette de changer la Constitution, surtout pour se maintenir au pouvoir. C'est vraiment créer un problème à son pays. Et je pense qu'il est sage, il va comprendre que la réaction de la population à travers le front, il y a un front qui s'est créé même pour aller contre ce qui se passe là. Et il faut qu'il réfléchisse et dise non, je vais lâcher prise pour qu'il n'y ait pas de problème pour mon pays. Parce que vous voyez ce qui s'est passé au Burkina Faso, il y a eu transition aujourd'hui, Roch hérite de quoi?
Il ne faut pas qu'eux, ils ne s'inspirent pas de notre exemple pour s'en sortir. Parce qu'il y a un exemple vivant, il ne faut pas éviter, il ne faut pas rentrer dedans. Alors l'émission est pour ce soir donc terminée. Il ne reste plus qu'à vous souhaiter, en tout cas souhaiter bon vent encore au NAC parce que c'était la 24e édition. Oui. Les NAC qui ont désormais une adresse avec un site propre. Oui. Ça veut dire que vous continuez de gagner des batailles, en tout cas dans la promotion et la régularité de votre festival. En tout cas, merci beaucoup. Et ce que nous faisons, c'est pour la promotion sur beaucoup de nos artistes pour qu'ils sachent qu'ils peuvent vivre de leur travail en travaillant toujours, faire de sorte que toute leur vie, ce n'était que travailler. Mais s'ils relâchent, c'est pas bon. Merci M. Koudbi-Kola, on va s'arrêter là pour ce soir. Un rappel, l'invité ce soir sur la brèche était donc M. Koudbi-Kola, promoteur de nuits atypiques de Koudrou. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis à dimanche prochain pour un autre numéro de votre émission sur la brèche.